Merci à toutes et à tous déjà de vous être rendus disponibles pour le premier webinaire de l'année. Premier webinaire maintenant qu'on a nommé Livy Academy. Donc voilà, c'est l'occasion de promouvoir un petit peu cette façon d'entrevoir j'allais dire la partie formation académique que Livy veut inculquer aussi à toute son équipe médicale. Et aujourd'hui, donc on souhaitait commencer à parler d'un sujet forcément important, donc qui est la PrEP, que Olivier Dupré et Alexandre Baudry se proposaient donc de détailler aujourd'hui avec vous, et puis de répondre évidemment aux questions que cela peut vous poser. Je vais introduire rapidement pourquoi en fait on souhaite parler de PrEP aujourd'hui aux médecins qui sont à tous les médecins qui sont intéressés par cette méthode qui est assez méconnue finalement. Et ensuite, on parlera de tous les aspects typiques du suivi et puis des conseils et préventions qui sont autour de la PrEP. Et bien sûr, on répondra à vos questions. Ce que je vous conseille, c'est, si vous le souhaitez, c'est d'intervenir par le chat. Nous, on essaiera de recueillir un maximum de questions. On essaiera de répondre aussi à certaines lorsqu'elles sont alignées avec la présentation d'Olivier et Alexandre. Et ensuite, on répondra à la plupart des questions, je pense, à la fin, s'il y en avait. Donc, juste un petit mot de présentation de mon côté. Donc, moi, je me réintroduis tout de même. Donc, Yanis Nasri, je suis responsable de la médecine générale chez Livy et de la communauté médicale. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais animer j'allais dire le webinaire dans le sens où je ne vais pas présenter le contenu, mais surtout m'intéresser à toutes les questions et puis à la logistique, j'allais dire. Olivier va se présenter. Je vais te laisser te présenter, Olivier. Je ne sais pas si Alexandre est là. Bonjour, écoute, je commence. Du coup, vous m'entendez bien? C'est bon? Tout va bien? Ok. Du coup, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Olivier Dupré. Je suis médecin généraliste. Je suis aussi, donc, je travaille sur Livy. J'ai rejoint la direction médicale là, il n'y a pas très longtemps. Du coup, voilà, n'hésitez pas non plus à me contacter pour quoi que ce soit, par rapport aux questions de santé sexuelle, mais pas que. Et à part Livy, du coup, je suis dans un centre de santé sexuelle un peu global, quoi, qui fait CGID et planification familiale, et planning familial même, l'association, dans le sud de la France, à Pau. Voilà. Merci, Olivier. On va démarrer sans Alexandre s'il n'est pas présent. Il nous rejoindra certainement durant la présentation. Voilà le sommaire. Donc, concrètement, on va quand même réaborder la PrEP elle-même. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Le contexte épidémiologique, évidemment. Pourquoi, en fait, c'est intéressant d'en parler, d'y penser et d'en discuter avec les patients. Et on parlera évidemment de toute la stratégie autour de la prescription, du renouvellement et du suivi du traitement, avec quelques ressources sur la fin. Et puis, je vous détaillerai à la fin ce qu'on compte mettre en place chez Livy pour un petit peu travailler sur ce sujet-là. Rapidement, donc on parle de la PrEP aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, c'est une pratique qui est méconnue. Le principe de la PrEP en est même mal compris par les patients, mais aussi par les médecins. Donc, l'important, c'est d'informer évidemment aussi bien les soignants que les patients de son existence pour pouvoir la prescrire et puis donc la promouvoir. Il y a un problème également d'offre de soins et de disponibilité qui se pose autour de la PrEP, autour de tout le reste évidemment, ça, vous le savez bien. Mais pour la PrEP, ce qui est intéressant, c'est que voilà, une fois que le traitement est lancé, il y a un suivi qui peut être débuté, continué. Et là, j'allais dire la disponibilité des médecins pour faire ce travail n'est quand même pas énorme du fait déjà de la méconnaissance de cette prophylaxie, mais également du coup de
j'allais dire, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de centres en France qui s'occupent de cette problématique. Donc, nos objectifs aujourd'hui, pourquoi on vous en parle, donc c'est vraiment de vous permettre de développer une nouvelle compétence. On vous en donnera aussi quelques conseils d'ici la fin de la présentation. On veut également mettre en avant la prévention chez Livy. Vous le savez, on a cette chance de faire de la téléconsultation. C'est effectivement une chance, puisque ça nous permet de prendre le temps de discuter avec les patients, beaucoup plus qu'on pourrait le faire lorsqu'on est au cabinet, et où il y a un temps évidemment avec l'examen physique, mais aussi un temps qui peut être administratif. On souhaite également évidemment renforcer l'offre qu'on propose déjà, puisque la PrEP donc, est réalisée chez Livy, vous ne le savez peut-être pas. Et aujourd'hui, on voudrait un petit peu augmenter en volume, en fait, ce motif de consultation, en tout cas, prendre en charge ceux qui souhaitent un renouvellement et des conseils autour de cette prophylaxie. Et enfin, c'est également une aubaine pour développer le travail collaboratif, donc déjà entre nous, pour évidemment tout ce qui est les affaires de suivi, mais également de tisser des liens avec les centres physiques existants, et donc de coordonner un petit peu tous ces acteurs pour justement améliorer l'accès à ce traitement. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur ces sujets-là. Je vais te laisser la parole, Olivier. Ok, super, je prends le relais. Juste, est-ce que il y a des personnes qui ont des micros ouverts, il y a pas mal de bruit parasite, si c'est possible de les désactiver. Merci beaucoup. Et du coup, donc je commence, je vais essayer d'aller assez vite. Il y a plein de choses à dire sur la PrEP. Mais du coup, on va essayer de pas trop rentrer dans les détails, sinon on y est pour 4 heures. Donc, on va essayer de rentrer dans le pratico-pratique et puis essayer de voir comment sur Livy et pourquoi sur Livy, c'est une pratique qui peut nous intéresser. Donc, rapidement, la PrEP quand même, c'est donc pré-exposure prophylaxie. C'est la prophylaxie, donc pré-exposition, qui permet du coup, à l'aide de ces deux molécules-là, emtricitabine et tenofovir disoproxyl, qui sont deux antirétroviraux, d'empêcher une transmission de VIH dans une pratique, ça peut être sexuelle, mais ça peut être aussi toutes les pratiques qui sont à risque de transmission du VIH d'une personne à une autre. C'est donc pris en charge à 100% par la Sécu, disponible depuis 2016 dans les Cégid, et puis depuis 2021, donc en médecine libérale, quoi, chez des médecins, quelle que soit leur spécialité. Alors c'est très bien, je pense, que ça se soit démocratisé comme ça. Toutes les études montrent que la PrEP c'est efficace et que c'est nécessaire de la diffuser le plus possible. Maintenant, la santé sexuelle reste une petite spécialité quand même où il y a 2-3 choses à savoir et c'est nécessaire de faire attention à des choses. Donc il faut se former. Et il faut pas hésiter non plus à poser des questions. Moi, je resterai de toute façon toujours dispo pour quoi que ce soit. Pourquoi ce webinaire? Parce que les études aussi, notamment celles de l'HAS, de la Caisse nationale d'assurance maladie, montrent que le renouvellement de PrEP et la téléconsultation, c'est compatible, quoi, hein. Il y a a priori pas de difficulté particulière tant qu'il n'y a pas de symptômes qui peuvent donner des problématiques d'examen clinique ou plusieurs critères qui vont nécessiter une réorientation en présentiel. La PrEP, renouveler un traitement de PrEP, c'est possible, et notamment sur Livy, quoi, où la prévention joue un grand rôle, où on peut prendre 5 minutes pour parler de prévention avec nos utilisateurs et utilisatrices. Pourquoi aussi maintenant? Parce que il y a de plus en plus de patients sous PrEP. Encore une fois, en 2016, il y avait, fin 2016, il y avait 1000 PrEPeurs, PrEPeuses. Là, on est à 50 000. Il y a plus de 10 000 en un an. Et donc, il faut que ça continue. Et il faut aussi diversifier les utilisateurs et les utilisatrices de PrEP. Là, pour l'instant, on le verra tout à l'heure, mais schématiquement, ça reste quand même une population qui est très urbaine et il n'y a pas que dans les villes que le VIH poursuit sa route. Aussi, toutes les études, je dis toutes, c'est pas très scientifique, mais je pourrais vous donner toute la liste, toute la biblio, montre que la PrEP est efficace. En tout cas, il n'y a pas de monde d'études qui montrent que la PrEP n'est pas efficace.
Le seul biais, bien sûr, c'est l'observance, quoi, hein. On verra aussi, mais en fonction de différents schémas, il peut y avoir des risques de séroconversion si jamais la prise n'est pas bonne, si jamais le schéma n'est pas bien respecté, et c'est ce à quoi il faut faire attention quand on renouvelle en téléconsultation. Vas-y, Yanis. Merci. Du coup, au niveau du VIH, ça reste une pandémie, hein, qui est toujours active, hein, 38 millions à peu près, 39 millions, je crois, de séropositifs dans le monde. En France, il y a quand même une stabilité au niveau de la découverte du VIH, avec 5000 nouveaux cas par an à peu près. Le profil qui diminue un petit peu, et notamment le profil des HSH, donc des hommes qui ont des relations avec les hommes, qui diminue un peu au niveau du nombre de découvertes de VIH, et ça pourrait s'expliquer notamment par l'augmentation du nombre de PrEPeurs et PrEPeuses en France. Pas oublier non plus que le VIH, la principale problématique, c'est le réservoir, quoi, hein, c'est l'épidémie cachée, les patients qui vivent avec le VIH mais sans le savoir. Donc c'est bien sûr c'est cette tranche de population que la PrEP veut atteindre aussi. Les IST en parallèle sont en augmentation. Alors en augmentation aussi parce qu'il y a une augmentation de dépistage. Et ça atteint à peu près toutes les IST qu'on peut rencontrer, chlamydia, gonocoque, la syphilis, les hépatites, tout ça. Maintenant, il y a aussi des études qui montrent que l'augmentation de l'IST, c'est pas lié non plus à la PrEP, quoi, hein, notamment au Royaume-Uni, où il y a on voit aussi cette augmentation de la prévalence des IST avant même que la PrEP soit démocratisée. Ça peut s'expliquer surtout en fait par des nouveaux moyens de rencontre, les applications, l'évolution de la santé sexuelle, notamment post-confinement, tout ça. Aussi, et j'en finis avec les chiffres, c'est la méconnaissance des jeunes. Il y a un rapport de 2022, la IFOP, SIDAction, qui montre que les connaissances sur la santé sexuelle des jeunes ont tendance à se dégrader, notamment par rapport à la transmission et au traitement du VIH. Vas-y. La PrEP, donc c'est un moyen qui s'inscrit en fait dans une stratégie globale de la lutte contre la transmission du VIH. La PrEP à elle seule peut pas enrayer le VIH. On reste quand même sur un objectif, en tout cas ceux qui travaillent dans la santé sexuelle et dans maladies infectieuses, l'objectif un jour c'est d'éradiquer ce virus, et par les progrès technologiques et aussi par cette stratégie de réduction des risques qui devra être adaptée à l'ensemble de la population. Alors il y a la PrEP bien sûr, il y a les préservatifs externes, aussi les préservatifs internes. J'en profite là pour breaking news, où depuis la semaine dernière, les préservatifs internes sont remboursés par la Sécu au même titre que les préservatifs externes. Donc interne, c'est féminin, mais bon, dans une époque, on préfère parler de préservatifs internes plutôt que préservatifs féminins. Donc voilà, il y a une marque, c'est Omarel, qui est remboursée depuis le 9 janvier dernier. Donc gratuit pour les moins de 26 ans et sur prescription médicale pour les plus de 26 ans, au même titre que les préservatifs externes, Eden, Sortez Couvert, tout ça. Donc la préservatif, TASP en fait c'est le Treatment as Prevention, donc c'est le concept qui dit qu'une personne séropositive sous traitement antirétroviral ayant une charge virale contrôlée, c'est-à-dire indétectable ou inférieur à 50, mais indétectable, n'a aucune chance, aucun risque de transmettre le VIH. Voilà, et donc c'est ce que je marque en dessous là dans l'objectif, le I égale I, c'est indétectable égale intransmissible. Donc assurer à toutes les personnes qui sont séropositives d'avoir accès au traitement et d'avoir une charge virale négative sous ce traitement. Le TPE, donc le traitement post-exposition, c'est surtout quand il y a eu un accident d'exposition sexuelle, de prendre dans les 48 heures des traitements, et aussi du coup les matériels stériles. Ça, c'est surtout donc pour les usagers de drogues injectables, qui peut soit des drogues récréatives, soit des drogues dans un contexte sexuel, soit des partages de paille ou des partages de seringues. Alors ça, c'est quand même la fréquence de VIH
positifs, de séropositifs chez les usagers de drogue diminue un peu avec l'avènement des kits stériles, mais il faut toujours y penser. Et donc voilà, donc 95, 95, 95, c'est 80, l'objectif des 95% de personnes qui vivent avec le VIH le savent, 95% qui ont accès au traitement et 95% qui ont une charge virale négative sous traitement. En France, on n'est pas encore là, on doit être à 90, 90, 97, mais l'objectif, c'est ça, au niveau mondial. Si, donc, pourquoi aussi, donc, je parlais de tout ça, donc notre public, moi, je suis sur le Livy depuis 2 ans, je fais pas mal de consultations de santé sexuelle aussi en téléconsultation, aussi avec mes patients en présentiel. Très souvent, en fait, on me dit que surtout, faites pas de compte rendu à mon médecin traitant, il faut que j'ai pas envie qu'il le sache, c'est mon médecin de famille. Alors souvent, ça peut être aussi parce qu'il y a une gêne d'en parler à son médecin de famille qui suit depuis qu'on est petit. Probablement aussi de temps en temps il y a eu de relations pas officielles ou des choses comme ça. Enfin voilà. Donc il y a aussi des personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient pas, qu'elles en avaient un peu marre d'attendre une de mes journées à l'hôpital pour les renouvellements de la PrEP, parce qu'en effet l'offre physique elle est un peu saturée. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent la PrEP, c'est très bien, mais du coup il faut aussi que le nombre de prescripteurs puisse suivre un petit peu. Il y a aussi peut-être, je parlais des ASHH, donc ASHH c'est HSH, pardon, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qui sont dans un groupe de plus forte prévalence du coup de VIH, de circulation du VIH, mais qui n'ont pas forcément tous un accès à l'info. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les personnes, tous les hommes qui ont des relations avec les hommes ne sont pas forcément gays, ne se considèrent même pas forcément comme homosexuels, et du coup n'ont pas l'accès à des infos au niveau communautaire, au niveau des communautés LGBT ou autres, où là l'info circule pas mal, quoi. Ok. Alors les indications de la PrEP, très schématiquement en fait, pour la grande majorité des cas, c'est donc des HSH qui vivent à Paris, 36 ans en moyenne, et qui n'ont pas la CMU, qui n'ont pas la complémentaire de santé. C'est schématique, mais c'est l'énorme majorité des personnes qui prennent la PrEP à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai. L'énorme majorité des personnes qui prennent la PrEP à l'heure actuelle, du coup, c'est ce schéma-là. Une toute dernière étude donc par la CNAM qui montre qu'il faut diversifier l'indication à la PrEP, et en fait, c'est tout ça l'enjeu de à qui la proposer, quoi. Arriver à jongler entre la proposer à une personne qui a une prise de risque particulière, sans le proposer non plus à une population jeune, sans facteur de risque particulier, qui se protège. Ça doit pas être une alternative au préservatif, ça doit être un moyen de renforcer du coup une deuxième barrière en fait pour renforcer la circulation et la lutte contre le VIH, quoi. Donc pour qui, généralement, donc les personnes qui sont principalement dans les groupes à forte prévalence de circulation VIH, donc HSH, les populations transgenres, surtout du coup ces patientes-là qui sont donc multipartenaires. En multipartenaire, ça va vite, hein, c'est plus de 2 par an, et du coup avec des situations à risque, c'est-à-dire pas de protection par préservatif tout le temps. Ça peut être aussi des pratiques sexuelles sous alcool ou sous produits, tout ça, où il peut y avoir une protection par préservatif un peu plus aléatoire. Les hétérosexuels aussi, quand il y a des pratiques de risque assez similaires, en fait. Les travailleurs, travailleuses du sexe, ça peut être les personnes en situation de prostitution, ça peut être aussi les acteurs, il y a les acteurs du X, les professionnels du X aussi, qui nous consultent assez souvent sur Livy, les usagers de drogue, avec partage de matériel hein, surtout, et les couples sérodiscordants, c'est-à-dire des personnes qui sont séropositives avec une personne qui ne l'est pas. Ça peut être une indication là complètement, même si c'est une relation exclusive, au contraire, si jamais il y a une charge virale qui est positive ou où il y a un mauvais suivi médical, là il y a complètement une indication à mettre sous PrEP une personne.
Donc la non-indication, je dis ça comme ça, mais c'est surtout, donc c'est ce que je disais, c'est les personnes qui n'ont pas forcément de facteurs de risque identifiés. Je dis attention aux stéréotypes aussi, parce que c'est pas parce qu'une personne est HSH qui a forcément du multipartenariat ou qui a forcément une prise de risque. Voilà, il y a aussi donc les couples sérodiscordants où il y a une charge virale indétectable. Ce n'est pas une indication. C'est-à-dire que on part vraiment du principe et on souligne le fait que I égale I, quoi. Voilà, indétectable égale intransmissible. Donc, même si une personne est séropositive, son partenaire n'est pas obligatoirement sous PrEP si jamais cette personne séropositive est bien suivie. Les contre-indications, au final, elles sont assez faibles. Donc, c'est bien encore une fois le fait d'être séropositif ou alors, donc ça peut être une séropositivité connue, une primo-infection ou alors un statut qui est inconnu. C'est pour ça qu'en présentiel, on n'instaurera jamais une PrEP sans être sûr à 100% enfin 100%, au maximum qu'il n'y ait pas d'infection, de primo-infection en cours. Et on fera un contrôle régulier dans les premières semaines d'instauration pour être sûr qu'il n'y ait pas cette primo-infection. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, ça contient 2 antirétroviraux, ce qui n'est pas le traitement chronique en fait, de la séropositivité. Et du coup, si jamais il y a une prise de PrEP alors que la personne est séropositive, il y a un gros risque d'échappement thérapeutique par la suite et du coup de résistance, de mutation et de résistance du coup du VIH à ces patients qui prennent la PrEP et qui sont séropositifs. C'est un médicament du coup avec élimination rénale et métabolisme hépatique. Donc les insuffisances rénales représentent une contre-indication. Aussi les hypersensibilités aux excipients. Et puis les mineurs, bon, c'est pas une contre-indication absolue, mais en tout cas, il faut réévaluer. Remarquerez que les femmes enceintes, que la grossesse, en fait, ne présente pas de contre-indication justement à la prise de PrEP, notamment quand il y a des prises de risque. Et une précaution, du coup, quand il y a une hépatite B active, on en reparlera rapidement tout à l'heure. Les modalités de prescription, du coup, 2 schémas principalement. Le schéma de prise continue. Donc, le schéma de prise continue, du coup, c'est le seul schéma qui est à une AMM en France, même si l'autre schéma qu'on va voir tout à l'heure se prescrit aussi très bien. Du coup, la majorité des études au niveau international ont étudié ce type de schéma-là. Et la majorité des études qui montrent une faible efficacité de la PrEP concernent l'autre type de schéma, qui est le schéma à la demande qu'on verra tout à l'heure, où il y a beaucoup de plus grands risques en fait de manque d'observance et d'erreurs de prise de médicaments. Alors, le schéma de la prise continue, donc, quand on prescrit ce traitement de la PrEP, c'est un comprimé. Le concept, c'est de dire qu'avant une prise de risque, il faut prendre un comprimé par jour, à la même heure, plus ou moins 2 heures, mais à la même heure, pendant 7 jours, avant de pouvoir être protégé d'une éventuelle transmission VIH. Si jamais, après 7 jours de prise, un comprimé par jour, il y a une relation sexuelle non protégée avec une personne séropositive, il n'y aura pas de transmission du VIH. À l'insuffisance légère, en fait, je réponds d'emblée parce que je le vois, insuffisance rénale inférieure à 60, c'est une contre-indication absolue. Au-dessus, ça nécessite une surveillance particulière. Et l'insuffisance hépatique, c'est pas une contre-indication absolue non plus. Il faudra par contre qu'il y ait une surveillance la plupart du temps avec un gastro, quoi. Nous, on les oriente quand même avec un gastro pour pouvoir justement faire des imageries avant l'introduction de la PrEP quand même. Mais c'est pas une contre-indication. Du coup, voilà, donc si au bout de 7 jours, donc il n'y aura pas de risque de transmission. Et par contre, pour continuer cette protection, il faut continuer à prendre le traitement, un comprimé par jour, le temps qu'il y a des relations sexuelles non protégées. Ou alors des prises de risque, hein, ça peut être aussi du partage de matériel. Voilà, donc là, c'est aussi le seul schéma possible si jamais il y a une hépatite B chronique. Et c'est le seul schéma possible si c'est une personne à muqueuse vaginale, c'est-à-dire soit une femme cis ou une personne avec un vagin, quoi. Donc, en tout cas, chez les femmes, c'est possible uniquement ce schéma-là. Ouais. L'autre schéma, c'est du coup le schéma à la demande. Donc, c'est un peu un quick start, en fait. Hein,
à l'instar de la contraception parfois, les quick start, en fait, c'est si jamais il y a des relations sexuelles qui sont très éparses, au lieu d'avoir à prendre un comprimé par jour, tous les jours, et du coup, il peut y avoir un schéma en prise rapide, c'est-à-dire 2 comprimés. Au lieu de prendre un comprimé par jour pendant 7 jours, 2 comprimés à prendre entre 24 heures et 2 heures avant la relation ou la prise de risque potentielle. Et ensuite, de prendre un comprimé par jour pendant les 2 jours suivants, donc pendant 48 heures. Donc c'est un rapport à risque égale 4 comprimés, 2 plus 1 plus 2, 1, 1. Encore une fois, c'est possible de mixer un petit peu les schémas. Donc on peut commencer en quick start comme ça, en prendre 2 comprimés d'un coup et ensuite continuer un comprimé, un comprimé, un comprimé, un comprimé. Là, sur l'exemple, là, si le jeudi soir, il y a une nouvelle prise de risque, et ben, du coup, il ne faudra pas l'arrêter le vendredi, il faudra l'arrêter le samedi, à 48 heures après, quoi. C'est possible, du coup, de switcher d'un schéma l'un à l'autre, mais il faut quand même une bonne expérience et il faut quand même s'assurer que la personne connaît bien ces schémas et connaît bien la prise médicamenteuse, quoi. Toujours dire aussi qu'il faut le prendre au cours d'un repas, ça améliore l'absorption et puis ça diminue un peu les effets secondaires, surtout au niveau digestif. Et voilà. En téléconsultation, ouais. En téléconsultation, donc les bonnes pratiques. Il ne faut pas faire d'initiation en téléconsultation. C'est des consultations qui sont très longues. Enfin, si on veut faire bien les choses, elles sont très longues. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est très bien que tous les médecins libéraux puissent initier et renouveler dans leur cabinet. Mais il faut quand même, je pense, avoir une vision globale et être formé à la santé sexuelle. Ce qui n'est pas compliqué, hein, mais qu'il faut quand même le faire parce que justement, il faut réaborder toute cette stratégie de réduction des risques et surtout, bien faire comprendre les schémas et bien faire comprendre qu'est-ce que je fais si j'ai fait une bêtise, quoi. Donc, orienter vers un médecin traitant formé ou alors orienter vers un Cégide et puis dire de se protéger en attendant, quoi. Il n'y a jamais d'urgence à initier une PrEP. Les personnes, elles ont eu des relations avant, en étant protégées, elles peuvent attendre un peu, même si encore une fois, l'offre de soins elle est un peu saturée et que de temps en temps, il faut attendre 2 mois. Bon, on attend 2 mois. Si jamais, du coup, il y a des problématiques, pas hésiter non plus à réorienter en présentiel. Donc, notamment quand les personnes ne sont pas sûres d'avoir bien compris les schémas ou alors qu'il y a une perturbation du bilan biologique. Alors, c'est surtout rénale et hépatique, s'il y a une circonversion bien sûr et sans urgence, et puis du coup des intolérances qui ne servent pas aux règles hygiéno-diététiques. Encore une fois, c'est de prendre bien en mangeant. Ça peut être aussi du coup sur la tolérance gastrique de changer de générique. Il peut y avoir des excipients, notamment à base de lactose, qui peuvent créer quelques intolérances digestives. Ok. Et du coup, donc, au niveau du dossier médical, moi, je suis assez systématique comme ça, mais je pense que c'est intéressant encore une fois, de scientifiser un peu la santé sexuelle et pas de dire que c'est des consultes faciles qui vont vite et de renouveler parce que justement, il y a tout un travail de prévention. Et encore une fois, parce que les IST augmentent, quoi, explosent. Donc, il faut arriver à lutter ça avec des complications potentiellement graves, quoi. Faut rappeler quand même que la chlamydia ou autre, c'est encore la première cause d'infertilité chez la femme dans le monde, par salpingite, tout ça. Donc, les questions à poser. Mon dossier médical, déjà, une personne donc, qui vient en consultation, lui demander pourquoi est-ce qu'elle prend la PrEP concrètement, est-ce que cette personne est HSH, est-ce qu'il y a une des fréquentations de travailleuses du sexe, est-ce qu'il y a des prises de risques particulières, depuis combien de temps elle prend la PrEP, il y a aussi un suivi en présentiel. Dans les recommandations Livy et en général, c'est bien quand même d'avoir un examen par an en présentiel pour un peu refaire le point, pour aussi garder un lien avec une structure physique pour si jamais il y a besoin d'un traitement post-exposition en urgence ou si jamais il y a des questions particulières ou si jamais il y a besoin de remettre à jour un schéma vaccinal ou tout ce qui ne peut pas se faire en téléconsultation.
c'est bien quand même de garder un lien, donc au moins une fois par an, d'avoir un CJ en physique, quoi. OK. Ensuite, par rapport au schéma, quel schéma à la demande on continue? Est-ce qu'il ou elle a bien compris les schémas? Est-ce il faut réexpliquer? On peut aussi donner, alors il y a des guides, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des guides qui ont été édités par Aids ou autres qui réexpliquent. Il y a aussi des applications. Donc, pas hésiter à demander, est-ce que vous utilisez des applications? Voilà, il y a eu des problématiques particulières dans la prise de ces derniers temps. Est-ce qu'il y a des symptômes d'une IST quelconque? Est-ce que si c'est une femme, est-ce qu'il y a un besoin de contraception? Parler de la tolérance. Bon, tout ça, je suis assez basique, hein, je suis désolé, mais c'est juste pour dire que c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut poser. Et puis du coup, après, donc pour orienter la prescription des examens de laboratoire, la vaccination. Encore une fois, la vaccination du champ de la santé sexuelle, c'est vivement recommandé dans la prise de PrEP parce que ça s'inscrit dans une stratégie de réduction des risques globales. Donc, concrètement, c'est difficile d'envisager un renouvellement de PrEP, enfin pour moi en tout cas, chez une personne qui n'est pas du tout vaccinée, ni contre l'hépatite B, ni contre l'hépatite A, ni contre le Mpox, ni contre le papillomavirus, enfin, qui a rien du tout, quoi. Ensuite, les facteurs de risque, hépatite C. Ça, en fait, je pense que c'est un peu trop souvent prescrit. L'hépatite C, du coup, dans les recommandations, c'est une fois dans la vie, si jamais il n'y a pas de facteurs de risque particuliers, qui sont donc les tatouages piercing qui n'ont pas été faits dans des conditions de salon, l'incarcération dans les 12 derniers mois, la prise de drogue intranasale ou intraveineuse avec partage de matériel, les soins à l'étranger, extraction dentaire, transfusion, tout ça. Et puis, sinon, pour des HSH avec pratiques sexuelles traumatiques, genre fisting, tout ça. Bon, mais c'est pas à chaque fois, c'est pas nécessaire, quoi. Donc, on part du principe que dans les renouvellements de PrEP chez HSH, une fois par an, l'hépatite C, ça suffit, mais pas à chaque fois. Et voilà. Je pense qu'il ne faut pas hésiter enfin, quand une personne vient pour un renouvellement de PrEP, c'est aussi l'occasion de parler de l'orientation de l'activité sexuelle. C'est aussi l'occasion de rentrer un peu dans le détail. Pas du tout du voyeurisme, c'est pas du tout de la gêne. C'est surtout pour arriver à prescrire bien, pas passer à côté, orienter ses prescriptions de laboratoire et surtout montrer que si jamais il y a un problème, si jamais même il peut y avoir des discriminations ou autres, et ben le médecin reste une main tendue. Olivier, juste je peux t'interrompre une minute pour une question? Vas-y. Parce que j'aimerais bien rebondir là-dessus, justement, sur comment tu abordes les pratiques sexuelles. En fait, nous, on est dans une situation opposée aux médecins traitants. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on va intervenir sur des situations où les gens peuvent être gênés avec leur médecin traitant, ou alors ça peut être l'inverse. Ils peuvent être très en confiance, ça se passe très bien, et puis ils en parlent. Mais nous, on ne peut pas connaître les patients. Est-ce que toi, tu as des conseils justement à donner? Parce que là, tu parles de l'hépatite C. Et c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise avec ça, commencer à rentrer dans le vif du sujet, à parler d'incarcération, de consommation de drogue, etc. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi, avec l'expérience que tu as à ce sujet? Je pense qu'en fait, il faut avoir des questions assez vagues, comme ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à rentrer dans l'intimité des personnes. Quand les personnes viennent nous voir en abordant des problématiques de santé sexuelle, moi, je suis assez étonné d'ailleurs de voir qu'en santé sexuelle, enfin, même pour les symptômes d'IST ou autres, les personnes vont nous montrer les symptômes. Si jamais ils vont nous montrer, envoyer des photos au niveau anal, au niveau de vulvaire, au niveau du pénis, tout ça, si jamais on leur demande, ils le montreront. Et je pense que c'est essentiel de le montrer, de demander en fait au niveau des lésions. Après, au niveau de l'anamnèse, voilà, ça reste de l'examen clinique. C'est nécessaire moi, je pose ces questions. Est-ce que vous avez des facteurs de hépatite C, c'est-à-dire, et puis je fais le listing de ça. Et je pense que ça montre aussi une certaine ouverture. Alors après, il ne faut pas non plus demander si jamais il y a des pénétrations anales ou autres, si jamais on n'est pas si on n'est pas à l'aise avec ça. Typiquement, moi, je demande, donc pour les prélèvements multisites, on verra après, mais donc c'est au niveau pharynge, au niveau du pharynx, au niveau anal, puis au niveau urinaire ou vaginal.
moi, je demande, est-ce que du coup, je fais un prélèvement au niveau pharyngé ou est-ce que je fais un prélèvement au niveau anal? Est-ce qu'il y a besoin? Au lieu de demander, est-ce que vous avez vous Oui, pratiquez la sodomie réceptive, je demande, est-ce que c'est nécessaire de faire un prélèvement au niveau anal? Les gens d'accord. comprennent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, très clair. Ouais, pas hésiter à mettre pas mettre les pieds dans le plat parce que oui, justement, non, c'est d'aborder les sujets parce que je pense qu'on doit être probablement un peu plus parfois gêné que les patients, mais d'une façon un peu indirecte, quoi. Un peu à dire. En fait, la faction qui nous, si jamais on propose, on peut aussi proposer, est-ce que il y a des relations anales? Enfin, c'est pas une question gênante, je pense, quoi. Ok. Et puis du coup, ça peut aussi amener. Je pense que c'est délicat de prescrire un prélèvement anal sans avoir demandé au préalable si jamais il y avait des facteurs de risque. Parce Ok. que du coup, c'est aussi de la présomption, c'est aussi presque un délit, quoi, enfin, d'un délit d'orientation sexuelle que de dire, bon, il est HSH, il a forcément des relations anales. Ok, très bien. Donc, je pense que c'est mieux de demander plutôt que de le marquer comme ça. Pareil pour l'hépatite C, quoi. C'est pas parce que c'est une personne HSH qu'il y a forcément des pratiques traumatiques, qu'il y a forcément du sang, du fisting ou des choses comme ça, quoi. Enfin, voilà, Ok, merci. il faut évoluer dans notre société. Et puis c'est aussi, du coup, à contrario, si jamais on ne fait pas parce qu'on n'a pas envie de poser la question, enfin, ou on n'est pas à l'aise avec poser la question et qu'on ne fait pas de prélèvement anal, et ben, du coup, on s'expose aussi à un sous-diagnostic, notamment de la lymphogranulomatose vénérienne qui est en explosion et qui a des répercussions gravissimes. Les autoprélèvements, alors c'est autoprélèvement vaginal chez les femmes, hein, c'est pas de prélèvement urinaire. Autoprélèvement chez les femmes, vaginal, sauf si en menstruation, à ce moment-là, urinaire, c'est possible. Et en anal, c'est autoprélèvement aussi, en pharyngé, généralement aussi, sinon c'est les labos qui le font. Ouais, vas-y, François. Ouais, Olivier, super intéressant tout ça. Tu vas peut-être en parler après, je ne sais pas. Comment tu abordes parfois les pratiques qui sont chez certains assez exacerbées, couverts de PrEP, ont une activité presque débordante, avec des mises en danger régulières, sans être trop moralisateur ou en risquant de fermer un dialogue important. Comment tu abordes l'importance quand même de faire attention? Alors déjà, il faut rappeler, pas hésiter à rappeler non plus que la PrEP, ça ne protège que par rapport au VIH, hein, et pas les autres IST. Et que donc il faut nécessairement, d'un point de vue médical, toujours utiliser les préservatifs avec la PrEP. Les préservatifs, c'est efficace, mais c'est moins efficace que la PrEP par rapport à la transmission du VIH. Mais par contre, c'est efficace par rapport à la transmission des autres IST. Donc, je pense qu'il faut, de toute façon, presque même prescrire d'emblée des préservatifs sur l'ordonnance de renouvellement de PrEP, surtout depuis qu'il y a aussi des préservatifs internes remboursés. Désolé, je suis en roue libre dessus, mais c'est génial. C'est un combat depuis des années. Et du coup, donc, de ne pas hésiter justement à faire comprendre qu'il y a quand même une nécessité de porter des préservatifs ou de toute autre stratégie des risques, quoi, hein. Maintenant, il y a des gens qui, qu'on ne le veuille ou non, ne porteront pas de préservatif. Donc, à ce moment-là, il faut se réorienter vers d'autres stratégies de réduction des risques, des dépistages réguliers, le TASP, le TPE et aussi la PrEP. Mieux vaut, je pense, en tout cas, la stratégie de la santé sexuelle, avoir une PrEP, une personne qui ne se protégera jamais, on pourra la moraliser, mais si jamais elle veut pas, elle ne le fera pas. Donc à ce moment-là, autant que lui proposer d'autres solutions pour essayer d'endiguer un peu cette épidémie. Maintenant, voilà, il faut pas non plus être, je pense, trop moralisateur par rapport à ça. Les gens font un peu ce qu'ils veulent dans leur pratique sexuelle. Il y a des pratiques qui sont exacerbées qui semblent exacerbées parce que sociétalement, elles sont pas acceptées. Mais il y a aussi des personnes qui pratiquent du libertinage dans des saunas, des partouzes, même des produits parfois qui, adoptant une stratégie de réduction des risques, sont moins à risque
qu'un adolescent qui va faire sa première fois sans préservatif avec une professionnelle du sexe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc la quantité n'est pas forcément le principal problème du moment que c'est bien encadré et contrôlé, quoi. Il y a des pratiques qui peuvent paraître exacerbées parce que pas très connues, parce que socialement, parce que voilà, on ne connaît pas, mais qui ne représentent pas forcément de danger. Très clair, merci. Il y a des partos safe et il y a des premières fois dangereuses. Du coup, au niveau, donc ça c'est le dossier. Quand une personne arrive, du coup, on peut poser un peu toutes ces questions. Ensuite, pour renouveler du coup le traitement, il faut absolument qu'on nous présente un bilan biologique qui date de moins de 15 jours. Absolument, ça, encore une fois, c'est dans cette logique de VIH, quoi. Si jamais il y a une primo-infection, si jamais il y a une séroconversion en cours, à ce moment-là, c'est dangereux, hyper dangereux de represcrire la PrEP. Et du coup, mieux vaut alors soit réorienter, si jamais il y a des tests qui sont supérieurs à 15 jours, soit réorienter pour une prescription, pour une délivrance de PrEP en Cégide habituelle. Ils les connaissent un peu plus, parce que nous, on a cette particularité où on connaît peu en fait nos patients, sauf quand il y a un suivi qui s'installe. Mais si jamais il n'y a pas du tout de suivi qu'on ne connaît pas, s'il y a plus un test de plus de 15 jours, c'est dangereux de represcrire parce qu'il y a un risque de primo-infection. Et du coup, par la suite, d'échappement thérapeutique, je me répète, mais c'est ça le principal risque, quoi. Je me répète aussi parce que j'ai vu des prescriptions, du coup, dans le cadre de suivi de PrEP, des prescriptions de médecins généralistes qui sont formés à la PrEP, c'est super, qui represcrivent, qui initient tout ça. Mais j'ai déjà vu des prescriptions de PrEP QSP 1 an, quoi. Et donc, à ce moment-là, on perd tout l'avantage, au niveau de la santé publique, on perd tout l'avantage de la PrEP. Parce que du coup, il y a des IST qui font leur vie. Et puis aussi parce que du coup, on n'est pas dans cette démarche d'accompagnement, d'évaluation de la tolérance, tout ça, quoi. Faites attention aussi à l'identité-vigilance, donc le nom, la date de naissance. Je dirais pas qu'il y a un marché noir de la PrEP, mais il peut quand même y avoir des personnes qui consultent avec un nom de labo différent. Et puis, du coup, voir aussi, en fonction des vaccinations, il peut y avoir, concrètement, si jamais il y a une personne qui est vaccinée hépatite A, hépatite B, qui n'a pas de facteur de risque hépatite C, en fait, il va rester plus que syphilis et VIH, quoi. C'est pas la peine de faire une recherche hépatite A, hépatite B, si jamais les personnes sont vaccinées. OK. Aussi, juste encore un tout petit peu avant, c'est juste merci. Pas hésiter du coup à reparler de la promotion vaccinale. Encore une fois, donc A, B, le Mpox, même si du coup ça s'essouffle un peu cette épidémie, et bien heureusement, il faut quand même se méfier parce qu'il y a eu un cluster à Tours il n'y a pas si longtemps, il y a eu quelques cas en Espagne. Ça peut revenir. Donc le Mpox, la variole du singe, comme on l'appelait avant, maintenant c'est Mpox pour éviter les discriminations. Du coup, et puis HPV, garde d'asile, et puis le méningocoque aussi, qui fait partie du champ de la santé sexuelle. OK, et du coup, donc, se dire, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais un peu vite, le schéma continu, c'est le seul schéma possible pour les personnes qui ont une hépatite B chronique. Donc, si jamais il y a un risque d'hépatite B, si jamais il n'y a pas de vaccination hépatite B, et à ce moment-là, le schéma à la demande n'est pas possible. OK, merci. Ensuite, du coup, la PrEP, donc c'est ces deux médicaments-là. Un petit tip aussi, c'est de préciser sous blister si jamais c'est une prise à la demande. De temps en temps, il y a des personnes qui ont des prises de risque, mais très occasionnelles, de 5 fois par an. Bon, si jamais elles ont la petite boîte, elles ne savent pas trop, la petite boîte qui s'ouvre, le flacon, est-ce que ça périme, tout ça. Donc, c'est bien de le mettre sous blister. Toujours, pas hésiter à mettre les préservatifs. Et puis, si jamais il y a une IST qui apparaît, la traiter. Et puis, du coup, la vaccination pour la mise à jour
la mise à jour du coup des schémas vaccinaux. Ok. On peut préciser ça. Du coup, ça, je pourrais vous le mettre un jour à jour, mais du coup, je vais vous donner aussi des références pour revoir ça. Pas hésiter. Du coup, si jamais il y a des oublis de prise, un oubli de prise de PrEP alors qu'il y a une prise de risque, ben potentiellement c'est une séroconversion VIH, quoi. Donc c'est grave. Du coup, si jamais il y a un oubli de prise, c'est le TPE aux urgences, hein. Voilà. Les vomissements aussi, juste j'en parle parce que de temps en temps, il peut aussi y avoir des prises de TPE en contexte festif. Donc ça peut être avec les prods ou avec l'alcool, entraîner des vomissements. Donc dire aussi si jamais il y a ce métabolisme en une heure qui est efficace à prendre en compte. Ok. Ensuite, les IST, ça fait beaucoup, hein, ça va. Du coup, les IST, du coup, donc, par rapport à la tolérance organique, c'est-à-dire hépatique, donc juste les alates, et la créatinine plasmatique, si jamais il n'y a pas d'insuffisance rénale, si jamais c'est une personne jeune et que il n'y a jamais eu de décroissance de la fonction rénale sous PrEP, à ce moment-là, on peut alors mettre évaluer la fonction rénale tous les ans plutôt que tous les 3 mois. Mais dans un contexte de téléconsultation où on ne connaît pas trop les personnes, je pense que ça vaut le coup de regarder assez régulièrement. Le risque, en fait, de créer une insuffisance rénale sous PrEP, c'est le syndrome de Fanconi, quoi, du coup, qui peut entraîner des problématiques rénaux et qu'il faudra orienter en néphrologique si jamais le DFG est inférieur à 60. Ok, VIH impératif, et puis la syphilis, et puis du coup, comme je disais tout à l'heure, VHB, VHA en fonction de la vaccination, VHC en fonction des facteurs de risque, bêta-HCG, pas hésiter si jamais c'est une personne à risque de grossesse, et dosage protéinurie 6 heures échantillon tous les ans. Ok. Par rapport au prélèvement, donc comme je disais tout à l'heure, donc anorecto, si jamais il y a des rectites, on en parlait, il y a eu un fil de discussion là sur Teams il n'y a pas longtemps, hier, par rapport du coup à la recherche LGV, donc de lymphogranulomatose vénérienne, c'est en explosion encore une fois, plus 160% depuis quelques années. C'est des rectites en fait, principalement chez les HSH, donc avec des sointements ou autres. Si jamais il y a une rectite avec un chlamydia positif, à ce moment-là, c'est un traitement par de la doxycycline, mais c'est pas 7 jours comme les autres chlamydia, c'est 21 jours. Donc, c'est bien, si jamais il y a des symptômes, c'est bien de marquer sur l'ordonnance recherche LGV si positif, à savoir, du coup, les labos doivent l'envoyer au CNR, enfin au Centre national de référence à Bordeaux. Donc, ça prend du temps, mais si concrètement, un HSH avec une rectite et un clam positif, ce sera du 21 jours en doxycycline. Prélèvement pharyngé et jet d'urine ou autoprélèvement vaginal. Ouais. Les ressources, du coup, donc il y a format PrEP, il ne faut pas hésiter à user de ça. C'est une formation gratuite qui est mise en ligne et qui donne un joli petit diplôme à la fin de manière numérique. Il y a un tout nouveau guide 2024, je vous donnerai le lien aussi, la PrEP en médecine de ville de Paris sans sida. VIH Click, dans tous les sites Click, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Le VIH Click, il est juste super. C'est du coup pour les suivis des patients VIH. Le HIV Drug Interaction, ça c'est la référence au niveau des traitements antirétroviraux et de l'ensemble des traitements qui existent. Alors du coup, vous pouvez regarder, c'est une petite application aussi. Du coup, en mettant la PrEP plus un autre médicament, on voit s'il y a des précautions à prendre. Principalement, les interactions, ça va être avec les antiépileptiques, avec les acyclovir, valacyclovir, avec... j'ai peut-être oublié, mais en tout cas, c'est principalement ça. Ok, et les Cégides, si jamais il y a quoi que ce soit. Et aussi les Corévis. Alors, les Corévis, qui sont en refonte là en ce moment, hein, là, la santé sexuelle évolue. Avant, c'était les Corévis qui s'intéressaient surtout au VIH. Ensuite, les Corévis, ils ont un peu muté pour s'intéresser à l'ensemble des IST. Et là, maintenant, ils sont en train de muter encore pour
prendre en considération l'intégralité de la santé sexuelle. Je pense que c'est une bonne chose, quoi, d'avoir une approche un peu globale et de pas conditionner la santé sexuelle à l'unique lutte contre le VIH. Ok. Et ensuite, pour les patients et patientes, du coup, donc toutes les applications, en fait, les deux principales, quoi, MyPrep et ATPrep, à pas hésiter, quoi. C'est des piluliers, ça peut aussi donner des notifications anonymes si jamais il y a une IST. C'est une IST, qu'il y a une personne qui se sent pas à l'aise pour parler à son ex-partenaire ou à son partenaire elle était positive à quelque chose. Ça permet d'envoyer des notifications aux partenaires. Ça, c'est du contact tracing, quoi. C'est impératif pour le traitement d'une IST, quoi. Et puis du coup, tous les sites internet, le TPE, ça se prescrit du coup. Alors c'est aux urgences quand il y a un TPE, c'est aux urgences ou alors en Cégide. Il y a eu un essai l'année dernière dans les Bouches-du-Rhône, je crois, de permettre à des structures associatives non médicalisées de prescrire le TPE. Je pense que c'est ça le futur. Concrètement, le TPE, c'est prendre un traitement pendant 28 jours. Et du coup, c'est en post-exposition. C'est la pré-exposition et la post-exposition. Donc voilà, c'est dans les 48 heures. 72, mais 48, c'est mieux. Et donc, généralement, aux urgences, on donne le TPE pour 3-4 jours. Et ensuite, on est réévalué. Les patientes sont réévaluées par un infectiologue pour voir si c'est nécessaire de continuer ou non. Voilà. Et puis du coup, donc voilà, il y a tout plein. Il faut pas oublier que la communauté, la médecine communautaire, la santé communautaire, surtout dans la santé sexuelle, c'est quand même quelque chose d'important, de très puissant. L'épidémie Mpox, elle a été jugulée en partie grâce aux associations communautaires qui ont réagi très rapidement, peut-être encore plus que les associations, les structures de sachants. Et c'est ça qui a permis du coup à toutes les communautés de faire attention, d'être réceptifs aux messages de prévention, tout ça. Une des problématiques, c'est justement comment faire passer des messages de prévention à des personnes qui sont dans des groupes à haute prévalence, mais non communautaires. Typiquement, les HSH non gays. Ok. Ensuite, l'avenir, donc c'est le cabotegravir, donc c'est une PrEP mais en LP, donc en implant musculaire toutes les 8 semaines. Ça a l'autorisation de mise sur le marché tout récemment, c'est pas encore disponible en France. Ça devrait. Après, l'intérêt aussi, c'est surtout pour des populations qui ont un peu moins d'accès, encore moins d'accès qu'en France, à un médecin, à des structures médicales ou à un suivi régulier. Typiquement, en Afrique subsaharienne, ça pourrait être pas mal. Il y a aussi, du coup, la PrEP qui encadre, du coup, une grossesse et des femmes enceintes qui sont séropositives et des charges virales qui sont trop élevées. Il peut y avoir de la PrEP chez les nouveau-nés aussi ou pendant la grossesse. Ça, c'est un peu l'avenir, mais on en reparlera assez souvent, je pense, et éviter, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais éviter, du coup, les stéréotypes, les présomptions. C'est pas parce qu'on est HSH qu'on est gay, c'est pas parce que on prend la PrEP qu'on est homosexuel, c'est pas parce qu'on prend la PrEP qu'on est vacciné partout, c'est pas parce qu'on est... Enfin, voilà quoi. Il y a j'ai un pourcentage d'hommes mariés avec enfants dans mes patients qui prennent la PrEP et qui ont des relations avec des hommes et qui ne se considèrent pas comme homosexuels, ni gays, ni voilà quoi. Donc pas de présomption, restons ouverts. Et attention aussi à la transphobie médicale. Ça, on pourra peut-être en reparler un autre jour, j'aimerais bien. Mais concrètement, dans les populations PrEP, il y a forcément une grande proportion de personnes trans. Et du coup, il faut faire attention au mégenrage, faire attention à tout ça. Mais c'est un autre sujet. Mais il faut en parler. Je pense que j'ai fini.
Effectivement, juste avant, Je réponds juste. En fait, c'est surtout une majorité de, il y a les personnes du coup qui sont trans appartiennent à un groupe de forte prévalence VIH. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a proportionnellement plus de patientes trans dans des personnes qui viennent pour des renouvellements de PrEP que dans les patients généraux. Super. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. En tout cas, moi, je reprends juste la parole pour vous indiquer ce qu'on souhaite mettre en place au niveau de l'IVI par rapport à la PrEP. Et en fonction évidemment de votre appétence pour l'activité et votre niveau de formation. Nous, on se propose de vous ouvrir la possibilité de voir les patients qui viennent pour ce motif du moment que vous avez évidemment des connaissances sur le sujet. Le webinaire fait partie évidemment des éléments qui peuvent être intéressants. D'autres éléments vous ont été exposés, dont format PrEP. Donc, si jamais vous voulez avoir un complément de formation qui est validant DPC, qui plus est, si vous le souhaitez et vous en avez en tout cas le profil, allez-y. Hein, c'est une formation qui est très intéressante, pas forcément très longue, mais qui vous donnera absolument tous les éléments nécessaires pour pouvoir consulter pour ce type de motif. Et ensuite, une fois formé, je vous invite donc à vous rapprocher de votre référent pour qu'on puisse justement activer la possibilité de voir ces patients et débuter donc chez l'IVI des consultations de conseils, de consultations également qui servent à introduire, j'allais dire, le sujet et en plus à prévoir le bilan pré-prophylaxie, mais également donc faire du suivi et du renouvellement donc avec tous ces patients. Donc n'hésitez surtout pas à voir avec vos référents, comme je l'ai dit. Je ne sais pas s'il y avait des questions particulières en plus. Ouais, j'ai une question, moi. J'ai peut-être loupé ce passage-là. Tu en as peut-être parlé tout à l'heure. On a parlé un peu tu as abordé un peu le chemsex tout à l'heure. Hein. Bon, t'es coupé, Olivier. Ouais, pardon. Ouais, assez rapidement, c'était surtout dans les facteurs de risque hépatite C, quoi, si jamais il y a du partage, Super. du matériel ou autre. En fait, moi, j'ai une question à ce sujet-là, en fait, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même transversal. Bon, moi, déjà, la PrEP, moi, j'ai appris la PrEP ce que c'était en étant chez Livy, en fait. Hein. En tant qu'urgentiste avant, je t'avoue que j'étais plus sur le TPE, et c'est vrai que en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de collègues non plus qui n'étaient pas au courant de ce que c'était exactement. Et moi, ma question, elle concerne le chemsex, sachant que c'est quand même un sujet un peu transversal. Le chemsex et la PrEP, on est souvent sur les mêmes populations ou les mêmes groupes, on va dire. Est-ce que toi, tu conseilles toi, pareil, d'aller un peu en profondeur sur ce sujet? Parce que je pense que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Il y a quand même pas mal d'accidents. Nous, je ne sais pas, ça me donne l'idée d'ailleurs de travailler sur une fiche conseil ou un document à ce sujet-là, parce qu'on ne peut pas tout aborder lors d'une téléconsultation. Est-ce que tu peux donner des infos à nos collègues, un peu quelques infos basiques concernant le chemsex? Bon, ouais, alors après, on pourra en parler, faire un format encore un peu plus court sur le chemsex. Moi, c'est aussi, c'est un sujet qui me passionne parce qu'il faut parler encore une fois de réduction des risques et aussi surtout parce qu'il faut avoir une certaine ouverture en parlant de ça. Encore une fois, là, on est dans la santé sexuelle, dans l'infectiologie et aussi dans la dictologie, quoi. Il y a eu le chemsex, il se définit selon le mode de pratique. Ça peut être du SLAM aussi, si jamais il y a des produits de l'injection intraveineuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand il y a des pratiques donc d'utilisation de produits psychoactifs pendant des pratiques sexuelles, c'est pas quelque chose qu'on peut juger, c'est quelque chose que les gens feront de toute façon. À nous d'être ici pour que ça soit le moins risqué possible et avec le moins de risque de transmission, quoi, au niveau IST, au niveau viral. Il peut y avoir le risque au niveau de l'injection, au niveau de la prise en lui-même, mais aussi du coup des comportements qu'il peut y avoir
à la suite d'une prise de produits psychoactifs. Il faut être vigilant aussi, je pense, dans le chemsex, à la soumission chimique. C'est encore un autre sujet, mais il faut faire attention à ça. Je pense en tout cas dans la santé sexuelle, dans la PrEP, il faut se dire, il y avait le podcast patient, le super podcast patient, là justement, où il y avait une personne qui rapportait ses expériences avec la PrEP, qui parlait de retrouver une liberté sexuelle, quoi. Et je pense qu'il faut pas oublier que la PrEP sert aussi à ça. Il y a eu une période assez compliquée par rapport au VIH. Là, on commence à se sortir un peu de tout ça, à entrevoir une fin d'épidémie, à espérer un jour guérir les patients séropositifs. Maintenant, oui, il va falloir avoir toute une approche sociétale aussi pour retrouver cette liberté sexuelle. Je pense que c'est quelque chose qui est très précieux. Et du coup, la PrEP permet aussi ça, retrouver une certaine liberté sexuelle. Ouais, parce que en fait, juste pour, je vous ai mis le lien sur le podcast. C'est un patient qui nous parle un peu de la PrEP. Et juste pour faire un petit rappel à propos du chemsex. Donc, en gros, maintenant, au niveau des pratiques sexuelles, avec les nouvelles technologies, on peut se retrouver. Enfin, il y a des personnes qui peuvent se retrouver lors de rassemblements, parfois pour ce qu'on appelle. Tu me dis si je dis des bêtises, Olivier, mais pour ce qu'on peut qualifier quasiment des marathons du sexe, où ils peuvent se retrouver pendant 24-48 heures. Et effectivement, il y a des consommations de produits assez variées, en fait. Ça peut aller de la cocaïne à l'alcool, aux benzodiazépines, au GHB, à la kétamine, avec des voies d'administration qui sont diverses et variées. Et en fait, moi, c'est pour ça que je te posais cette question-là. Et je pense qu'on va le faire. Je pense que, bien sûr, on ne va pas commencer à être trop intrusif, mais je pense qu'il faut ouvrir cette porte avec, lors de ces consultations. Ça peut être intéressant de pouvoir informer un peu les gens, toujours dans une histoire de réduction des risques. Et je vous dévoile. Ouais, ce qu'il faut aussi, c'est avec avec Internet. Je veux pas paraître, mais avec le Internet, du coup, c'est assez facile d'avoir accès à tout plein de drogues psychoactives. Il y a tout plein d'effets qui sont recherchés, quoi. Il y a l'effet euphorisant, l'effet d'endurance, l'effet d'excitation, il y a le GHB, la kétamine, les catinones, tout ça. C'est énorme et en fait, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on le pense, parce qu'il y a une démocratisation maintenant de la vente et du deal de ces produits-là. Olivier, je crois qu'on a une question sur le canal. Donc, Amélia, la TPE et la PrEP, c'est le même médicament, mais prescrit dans des conditions différentes, c'est bien cela? Ben ouais. C'est un autre truc, le TPE, je sais plus exactement ce que c'est. Mais il me semble qu'on est dans le même ordre de. C'est de l'antirétroviral. Moi, j'utilise pas Truvada, mais je pense pas que ce soit le Truvada. Je regarde ça tout de suite. Olivier, il faut que tu nous donnes la dénomination commune internationale. Ah oui, ouais. Pas de pub. Pas de pub. Je revois ça. Ouais, je vous redirai ça. Je ne sais plus exactement. Je vais trouver. Merci Amélia pour cette question piège. Oui, c'est très pratique. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Eh bien, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais terminer avec un petit message plus à titre informatif. Si vous souhaitez donc prolonger l'aventure Livy, qui existe en digital, elle existe également en physique avec nos centres de santé
qui sont donc à 2 endroits en région parisienne, donc à Saint-Denis et à Batignolles, donc dans le 17e. Ça vous permettra donc de travailler donc dans des conditions qui vous permettront non seulement d'associer la partie digitale et la partie physique, donc auprès d'équipes pluridisciplinaires. À Saint-Denis, il y a déjà plusieurs généralistes, des sages-femmes et un médecin généraliste titulaire d'un DU de gynécologie. Et à Batignolles, un généraliste, un pédiatre et un gynécologue. Donc un plus petit centre, mais qui recherche quand même des médecins. Donc, si vous souhaitez donc avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter donc, directement sur le mail praticien@livy.fr. Vous pouvez également discuter avec votre référent ou venir en discuter avec la direction médicale pour des aspects plus médicaux. On se tient à votre disposition pour tous ces aspects-là, avec grand plaisir. Du coup, je fais une toute petite parenthèse. En fait, pour le TPE, c'est carrément une trithérapie. Du coup, c'est et le traitement PrEP plus un autre encore. Donc, il y a trois molécules dans le TPE. Pardon, c'est tout. Il était temps de le dire, c'est très bien. Eh ben, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire super intéressant, super complet. Et merci évidemment pour votre engagement auprès des patients par notre service de soins. On se retrouve donc d'ici moins d'un mois, je pense, pour un prochain webinaire. On reviendra très vite vers vous pour vous faire l'annonce donc du sujet, et on sera évidemment très heureux de pouvoir vous revoir et discuter avec vous de tous ces sujets. Merci beaucoup encore à tous. Au revoir. Merci, c'était super, salut. Ciao. Au revoir, merci.